Salut, c'est Vague pour le pont entre les arts. Du coup là, malheureusement, on n'est pas là pour parler de musique, on est là pour parler de autre chose, de 3 références, toi en tant qu'artiste, qui t'auraient influencé dans ta création musicale, mais qui sont pas de la musique. J'ai envie de commencer chronologiquement. Je pense je vais d'abord commencer par le choc de quand j'étais gamin. Et ça, c'est vraiment comme beaucoup de ma génération, mais c'est Star Wars d'office. Ouais. Moi, je suis né en 92, en 92 du coup. Et en fait, j'ai grandi avec le coffret des premiers Star Wars 4, 5, 6, avec vraiment le truc, quand tu vois ça pour la première fois, quand t'as 7, 8 ans, tu te demandes un peu ce qui t'arrive. Ouais. Tu flippes un peu, t'es un peu impressionné. Il y a aussi un peu un truc où tu te dis, mais attends, mais tu rentres vraiment dans un univers qui est ouf, en fait, tu vois. Oui. Et puis en 2001, il a ressorti ce fameux premier épisode. Enfin, c'est donc la première, le 1, 2, 3. La trilogie. Voilà, la première trilogie. Et donc là, il y a vraiment un truc qui a accompagné tout un... Enfin, tu vois, c'est culturel. Je veux dire, tout le monde, même les gens qui n'ont pas vu Star Wars, peuvent te citer des quotes du film. Tu vois, tout le monde connaît Luke, je suis ton père. Même les gens qui n'ont jamais vu le livre, tu vois, ils savent. Ouais. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Ça fait partie vraiment de la culture populaire, quoi, tu vois. C'est du domaine de la pensée collective. Complètement, ouais, voilà. Et alors, il y a un truc où, si tu fais tu sais que c'est Dark Vador. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu qui... Et toi, tu te l'es pris vraiment, du coup, la menace fantôme quand c'est arrivé. T'as 10 ans, du coup. Ouais, exactement. Bah oui, j'avais 9 ans. Et alors, je me rappelle avoir été le voir en salle, tu vois, tu prends le volume dans la tronche, tu vois, t'as vraiment la scène de Pod Racer. Ouais, exactement, les Pod Racers. Et surtout, et alors moi, c'est le truc qui m'a vraiment fait vibrer. Je me rappelle au cinéma, ça m'a vraiment, vraiment marqué. C'est la chorégraphie de la fin, donc la bataille de sabre laser entre Dark Maul, Qui-Gon et Obi-Wan. Qui est quand même un grand classique, genre un Sith contre 2 Jedi, enfin voilà. Et là, t'as vraiment un truc chorégraphique. Je me rappelle qu'à l'époque, donc j'avais reçu plus tard la cassette VHS, tu vois. Mm-hmm. Et j'avais un ami de l'école qui était venu à la maison et on s'est maté cette scène, mais je pense franchement 40 fois d'affilée, quoi. Tu vois, tu sais, tu dois rebobiner le VHS. Du coup, tu vois la scène en arrière et tu sais que tu vas revivre pour la 39e fois, 40e fois ce truc qui est juste trop énorme, tu vois. Donc, et toi, c'est ce que tu essayes de recréer ou pas? C'est un peu ce sentiment de waouh ou de... Ouais. Sur scène ou avec ta musique? Tu sais quoi, j'y avais jamais vraiment pensé avant de cette interview, mais il y a quand même un truc de... est-ce que t'as envie de recréer je sais pas, c'est un moment artistiquement profond. Oui. Tu vois, est-ce que tu peux recréer ça? Et puis du coup, par après, et ça c'est plutôt l'âge adulte, la toute dernière trilogie, je dois avouer, les 7, 8, 9, ça m'a pas super frappé. J'ai quand même été les voir par amour pour la saga, et voilà, mais je suis pas le genre de gars qui achète tous les produits dérivés, et je suis pas vraiment, j'ai pas spécialement geeké sur tous les produits dérivés, tu vois. Mais en revanche, ça me fait quand même souvent plaisir, genre si je me tape une grippe, je vais d'office me refaire toutes les 4, 5, 6, 1, 2, 3, tu vois, genre vraiment pour me refaire mon truc à moi, tu vois, mon trajet à moi là-dedans. Et je me suis fort intéressé aussi à George Lucas, surtout pour le côté création. Mm-hmm. Aussi à un moment où moi je traversais une période un petit peu difficile en termes de comment garder la foi un peu dans une époque où tout va de plus en plus vite et où en fait quand tu lâches une sortie elle périt beaucoup plus vite qu'avant à cause des réseaux sociaux et à cause du fait que il y a le milieu, mode de consommation a changé aussi. Le mode de consommation a entièrement changé et puis que voilà, c'est chouette en fait d'entendre. J'ai été un peu me renseigner. Il y avait un super documentaire qui est sorti aussi où il parle de toutes les difficultés qu'il a traversées pour faire son film. Et en fait, à d'autres échelles évidemment et dans une autre époque, mais c'est chouette d'entendre ça. Je trouve ça encourageant pour des artistes en développement de se dire tiens, ok, en fait, ça. Tout le monde a galéré, quoi, tu vois. Donc, et avant même qu'il fasse TX, enfin du coup sur mon film d'avant. Ouais, tout à fait. Il y avait pas grand monde qui y croyait, quoi. Et après il sort TX et ça chope l'œil de gens qui connaissent. Complètement. Et après, on lui fait confiance pour donner un truc à grande ampleur, quoi. Il y a un super podcast d'ailleurs, mais c'est un truc en Belgique qui s'appelle Le Rash et il y a tout un truc sur George Lucas et justement ce début qui est marqué par une espèce de faux départ comme ça et il y a un seul gars qui croyait dans la salle de tous les réalisateurs, c'est Spielberg. Et donc qui a dit tu sais quoi, vas-y, faut que tu y ailles à fond, et pourtant il s'est fait nier par tout le monde, mais il s'est quand même dit en fait je dois trop le faire, ça fait.
Et je trouve que c'est quand ça dépasse le pari, en fait. C'est de se dire juste, en fait, peu importe, en fait, je dois le faire. Ouais. Et ça, je trouve que c'est vachement inspirant. Je vais un petit peu plus loin chronologiquement. J'ai eu la chance de 2014-2015 de vivre à New York pendant ce délai-là. Et ma mère, qui est artiste peintre, est venue me voir, c'était en mai 2015. Donc elle a évidemment, quand elle est arrivée, elle avait une liste de toutes les expos qu'elle voulait voir. Donc voilà, donc évidemment on a été voir le MoMA, on a été voir le Guggenheim, les trucs un peu, voilà. Ouais. Mais dis attends, mais il y a vraiment des trucs cool à Brooklyn, des galeries un peu arty-farty et tout. Et il y avait au Brooklyn Museum une expo sur Basquiat, mais qui n'était pas sur l'œuvre de Basquiat, c'était une exposition de ses carnets de notes. Il n'y avait pas d'œuvre, il n'y avait pas de peinture, il n'y avait pas de tableau, il n'y avait pas de gravure, il n'y avait rien. C'était vraiment juste tous ces notebooks qui étaient exposés avec des idées, des mots. On sent... Moi, je connaissais Basquiat de loin, mais c'était vraiment mon premier contact Direct, concret ouais. avec ce qu'il faisait. Tu vois, au-delà juste d'avoir vu des t-shirts avec des couronnes et des copyrights, quoi. Tu vois, je veux dire, Ouais. ce qui paraît complètement anecdotique. Donc, je suis content parce qu'en fait, c'était moi vraiment une entrée un peu atypique, tu vois. Et en plus, c'était une chouette expérience avec ma mère, tu vois, qui a quand même du coup 36 ans de plus que moi, donc il y a un gap vraiment dans notre rapport à la culture, mais du fait qu'elle soit artiste peintre, il y a vraiment ce rapport-là. Et donc moi j'ai vu ce truc-là et ça m'a fort parlé parce que je suis quelqu'un qui utilise beaucoup les carnets de notes, tu vois, pour écrire justement toutes les idées, tous les trucs. Et j'ai vu une autre utilisation qui est beaucoup plus en fait, qui dépasse complètement l'utilisation du notebook, tu vois. Il y avait vraiment un truc parfois il y avait une page entière avec juste un mot qui était barré, tu vois. Et je trouvais ça génial parce que ça m'avait vraiment frappé à quel point parfois ça parle plus que 25 000 mots, 25 000 caractères qui te disent ah ouais nanani nanana. Et là il y avait juste un mot genre tac, non. Et tu vois que ça a été barré avec volonté, tu vois. Il y avait vraiment un truc volontaire de je mets le mot et tu vois que c'était vraiment un choix conscient de on va barrer ça, tu vois. Et ça c'était vraiment le truc. Je me suis dit ouais, c'est trop cool. Et puis après, du coup, j'ai découvert vraiment T'as l'œuvre. abordé l'œuvre différemment aussi, non? Exactement. Et donc plus tard, quelques années plus tard, il y a eu l'expo à Paris à la Fondation Louis Vuitton. On y est retourné avec ma compagne et avec ma mère, du coup, et on a été là. Et ça, c'était vraiment Ouais. Du coup, tu prends le truc vraiment avec la taille des œuvres et c'était vraiment c'était un choc. C'était chouette de passer. On a passé 4 heures parce qu'il y avait Egon Schiele aussi de l'autre côté, mais on n'a juste pas eu le temps. On a vraiment regardé juste Basquiat. Je sais pas, il y a vraiment un truc quand même, parce que tu peux voir les œuvres, comme je disais, tu vois, il y a plus Basquiat, c'est assez populaire, donc tu le vois sur des t-shirts, tu le vois un peu sur c'est un peu mis partout, puis t'as des tags qui sont reproduits et tout ça, mais quand tu vois vraiment l'original, il y a un truc vraiment qui questionne, parce que t'as vu ce truc-là 150 000 fois, mais quand même, tu vois l'original, et alors c'est difficile de se dire, est-ce que c'est parce que je sais que c'est l'original que ça me frappe comme ça, ou est-ce qu'il y a vraiment un truc qui est confrontant, conscient, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, je dirais ça, c'est ma deuxième parenthèse. C'est assez dingue de... Moi, je vois tu sais, il joue un peu avec le médium, je trouve, Basquiat. Tu sais, sa peinture joue avec le médium de la peinture. Ouais. Et je savais pas pour les carnets de notes, mais en vrai, pareil, ça joue un peu avec le médium de... Oui, tu veux dire qu'il va utiliser une certaine plateforme pour exprimer quelque chose, mais que ça pourrait très bien être autre chose. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans sa peinture, tu as souvent des références à plein d'autres arts. Je dirais, il va parler de Charlie Parker, il parle de jazz à fond. C'était vraiment un truc important pour lui. Et puis il y a tout le truc justement des livres de sciences et d'anatomie, tu vois, donc c'est vraiment c'est croisé, quoi. Donc ça se rejoint par là. Et voilà. Trop intéressant. Je commence juste vite par la photo parce que c'est plus une petite parenthèse qui est pas. J'aurais pas grand chose à dire dessus. Dans un autre séjour à Paris, on a été avec Pam, on a été voir l'expo Irving Penn. Et donc c'était donc vraiment Irving Penn portrait. Des trucs vraiment années 80, noir et blanc, hyper c'était très frontal. Et il y a cette fameuse photo, en fait je savais pas que je connaissais jusqu'à ce que je vois le portrait de Miles Davis que j'ai vu sur un album qui m'a en fait c'est la pochette de Toutou. Et pour moi, ça, c'est un album que c'est pas spécialement celui que j'ai le plus écouté de lui. D'ailleurs, je suis désolé, je parle de musique, mais c'était un album qui était. On peut. Mais c'était un album qui était chez moi. Et cette photo était toujours dingue. Enfin, tout le monde connaît cette photo où on voit Miles qui est avec ses mains comme ça. Qui regarde vraiment. Et en fait, j'étais vraiment frappé de voir à quel point dans tous ces portraits, il y avait vraiment ce truc. En fait, j'aurais vraiment adoré être une petite souris et voir ce qu'il disait ou ce qu'il disait pas
à la personne qui photographiait. Ouais. Tu vois, comment est-ce que quel c'est aspect qui faisait que t'avais la envie de voir? profondeur du regard, en fait. J'ai l'impression qu'à chaque photo, j'étais captivé par le regard du sujet. Ouais, t'avais Tu l'impression vois. qu'il y avait personne en fait qui le photographiait, que c'était juste un moment. Ouais, exact. En fait, tu as l'impression de te retrouver en face de cette personne et que tu te fais un peu genre, Oui, ok. tu vois, genre, moi, tu vois, j'ai été choisi pour être regardé comme ça, tu vois. Voilà, ça m'a frappé. Mais c'est un truc, c'est parce que vous parliez d'œuvres avant et donc du coup ça m'a frappé, mais c'est vrai que j'y ai plus pensé depuis. Ok. Pourtant, c'était quand même là, tu vois. Ouais, c'était ancré. Par contre, plus récemment, j'ai eu une expérience presque psychédélique en lisant la trilogie du problème à trois corps, Ok. donc, qui est de cet auteur chinois Liu Shijin. Et en fait, c'est vraiment un truc doux parce que pour l'instant, ça fait quelques mois que j'apprends le chinois et donc du coup, c'est. Ah oui, ok, d'accord. Mais j'ai lu en français. Hein, Oui, attention que j'ai pas du tout le niveau. Mais du coup, c'est chouette parce Ça fait que. quelques mois que j'apprends le chinois, du coup, je ferai Ouais, un c'est truc de science-fiction en chinois. Ouais, direct, voilà, on y va, hein, tu vois, pourquoi pas, autant mêler. Non, parce qu'en plus, je dis pas juste ça de manière anecdotique pour dire que, pour faire le malin, c'est Oui, vraiment oui. juste parce que, en fait, ça m'est tombé dans les mains et c'est tombé un petit peu en même temps. Je trouve l'histoire incroyable, genre vraiment, c'est un page turner de ouf, pourtant c'est hyper alambiqué, il y a des trucs où t'es là, tu fais wow, mais c'est un truc de dingue. En fait, ce que je trouve génial, c'est à quel point tout est lié et en même temps, comme ça se passe sur un laps de temps énorme. Mhm. Ce que j'adore, c'est qu'il y a des circonstances qui s'effacent avec le temps dans la narration. Ouais. Donc parfois, tu as des trucs qui se passent qui ont l'air d'avoir une importance vraiment énorme. Et donc, tu vois, quand tu as lu, par exemple, un peu des romans policiers ou quoi, tu dis « Ah, il faut absolument que je retienne ce détail parce que peut-être que plus loin, ce sera important. » Et puis, tu arrives 300 pages plus loin et en fait, ce truc n'a strictement plus aucune importance. Ouais. Parce qu'en fait, juste le temps l'a effacé. Et je trouve ça, moi, ça m'a fait vraiment réfléchir sur cette trilogie qui s'établit sur 400 ans environ. Et t'as un rapport au temps particulier ou pas? C'est juste, en fait, je crois que c'est juste, tu vois, quand tu vis dans le monde dans lequel on vit maintenant avec toutes les guerres, tous les génocides, le réchauffement climatique, la remontée de l'extrême droite, vraiment le truc, tu dis mais c'est tellement fucked up, tu vois. Et quand tu t'engages là-dedans et que tu réfléchis à tout ça et que tu te dis ok bon comment est-ce que moi je vais pouvoir faire quelque chose là-dedans parce que c'est quand même c'est hyper vertigineux de dire comment je vais pouvoir. Et en fait quelque part cette trilogie, il y a de ça puisque c'est en gros, ça parle d'une apocalypse imminente avec une rencontre extraterrestre, tu vois. Ouais. Et puis au final, tu te rends compte que les défis se situent pas spécialement dans cette guerre imminente, mais plutôt dans le challenge humain de comment est-ce qu'on va gérer notre biotope, comment est-ce qu'on va se gérer nous-mêmes dans cette crise qui va s'établir sur un long moment et sur laquelle on n'a pas de contrôle. Et t'as effectivement des gens qui se disent bah en fait en même temps nous on le vivra pas donc on s'en fout, tu vois. Et c'est un peu ce qui se passe maintenant, notamment avec le réchauffement climatique, avec le fait aussi que on a une espèce de vue un peu court-termiste. Et donc, du coup, moi, ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis aussi un peu de m'écarter du truc, tu vois, et de me dire, ok, yes, c'est chouette, en fait. C'est marrant parce que dans les œuvres que tu as citées, je trouve qu'à chaque fois, il y a un petit rapport au temps qui est assez important. Et même toi, en tant que batteur, tu vois, il y a un truc qui est trop marrant. Le temps, c'est la vie. Le batteur qui fait de l'électro, tu vois. Enfin, Céron, un batteur qui faisait de l'électro, mais lui, pareil, il disait qu'il avait un rapport au temps particulier, tu vois. Dans sa gestion de son tempo et dans sa gestion de comment même sa musique va vieillir et comment les choses vont évoluer, etc. Donc dans une évolution, quoi. Ouais, complètement. Ben, je t'avoue que je me pose jamais vraiment cette question au sein de mon propre médium, ouais. Mais par contre, de manière générale, c'est sûr, il y a des trucs de dingue, de te dire que des fois, t'as passé 9 heures à faire un truc et que ça t'a paru rien, et parfois 20 minutes d'attente, ça paraît juste une éternité, quoi. Ouais, voilà. Trop cool. Bah écoute, c'est nickel. Merci à vous. Magnifique. Il y a le pont entre les arts. C'est exactement ça. Je vais faire 3, 2, 1. Tu regardes la caméra, tu dis bisous, tu fais comme tu veux. Ok. Voilà, c'est tout. Allez, je vais faire la belle du coup. 3, 2, 1. Allez, Sarducus.